je suis Chloé Toiti, fondatrice du cabinet Authentique Talent. Chez Authentique Talent, on accompagne des entreprises de tout secteur, de toute taille, de toute culture, sur les sujets d'identification, d'évaluation et de développement des talents, et également sur tous les sujets de performance collective. On est également distributeur de Hogan Assessment en France. Dans les épisodes précédents, on a invité des interlocuteurs de référence de la sphère RH et Talent Management qui sont venus partager avec nous leur expertise. Mais pour ces épisodes hors série, on est parti à la rencontre de dirigeants pour les interroger sur leur vision des enjeux people de demain. Aujourd'hui, je reçois Yacine Chiki, CEO d'Active Corner. Bonjour Yacine et merci d'être avec nous pour ce podcast. Bonjour Chloé, merci de m'inviter. Donc sur cet épisode, on va évidemment parler de toi en tant que dirigeant et de ta vision des enjeux people pour le futur, mais je vais démarrer par te présenter. Tu n'hésites pas à me dire si je me trompe quelque part dans ta présentation. Avec plaisir. Donc en fait, tu as un parcours assez atypique finalement par rapport à d'autres personnes que j'ai pu croiser dans ce podcast et puis d'autres dirigeants dans l'absolu. Tu as eu plusieurs tranches de carrière, tu as grandi en Algérie si je me trompe pas, tu as poursuivi tes études en France. Et t'es même allé finir tes études aux États-Unis avant le cyclone Katrina, de mémoire, c'est ce qui a mis fin à cette période. Ouais, un peu abruptement, on va dire. Et puis, t'es revenu à Paris, t'as intégré une grande banque française qu'on ne citera pas spécifiquement en tant que consultant, puis manager. Et puis, il y a 5 ans, t'as décidé de sauter le pas et de devenir entrepreneur. Et là, t'as créé une très belle entreprise qui s'appelle Active Corner. Et Active Corner, c'est une entreprise qui accompagne des boîtes de tout secteur, de tout type de taille, de tout type de culture dans toutes leurs initiatives autour de la forme, le bien-être, la cohésion. Et puis vous proposez une approche assez innovante qui mixe digital, présentiel, vidéo live aussi pour pouvoir accompagner aussi bien les personnes qui sont en présentiel au bureau que ceux qui sont en télétravail. À titre d'exemple, vous accompagnez des clients comme L'Oréal, Google, BPCE, Galeries Lafayette. J'en oublie sûrement beaucoup, mais c'était juste pour donner un ordre d'idée. Est-ce que tout ça est correct ? Correct, très bien dit, j'aurais pas pu mieux le raconter, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Alors donc du coup, évidemment, pour aller au-delà de ça, qu'est-ce que tu pourrais avoir envie de dire que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ne savent probablement pas sur toi ? Je sais pas si les plus proches le sauront, mais voilà, j'ai un parcours qui a été guidé par le sport. Donc j'ai fait du basket depuis que j'étais tout petit. Donc comme tu l'as dit en Algérie, j'étais à la sélection nationale algérienne espoir. Puis en fait, tu parlais de mon voyage aux États-Unis ou de mes études aux États-Unis. L'excuse, c'était de faire des études, mais la vraie raison derrière ça, c'était de poursuivre mon rêve de jouer en NBA. Donc bon, je suis pas arrivé au bout de ce rêve, mais l'expérience était formidable. Et aujourd'hui, le basket et le sport en général restent un peu le fil rouge, le fil conducteur de ma passion et de mon activité. Ce qui est du coup assez cohérent avec la boîte que tu as créée par la suite. C'est ça. Ça nous rassure. Avant d'aller là-dessus, moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est directement plonger sur la première question qui guide ce podcast. En fait, si on parle des enjeux humains du futur, qu'est-ce qui, toi, en tant que dirigeant, te vient immédiatement en tête comme les principaux ? Les enjeux du futur pour moi dans l'entreprise, quelle que soit sa taille de toute manière, je pense que on se rejoint un petit peu là-dessus, c'est qu'il y a une évolution dans les besoins qu'on rencontre auprès des salariés. Donc il y a un besoin de flexibilité aujourd'hui qu'on rencontre un petit peu dans l'ensemble des groupes et je pense qu'elle ne va faire que s'accentuer. Il y a un autre besoin qu'on retrouve énormément, c'est un besoin de sens. Donc aujourd'hui j'étais très surpris, je parlais avec un ami aussi entrepreneur qui a monté sa boîte. Et maintenant, systématiquement, une des premières questions que les candidats posent quand ils sont en entretien d'embauche, c'est qu'est-ce que vous faites pour la planète, qu'est-ce que vous faites pour la société, qu'est-ce que vous faites. Donc voilà, c'est des questions où les nouveaux profils, et je trouve que c'est une très bonne chose, ont besoin de sens, ont besoin de savoir que l'entreprise est en tout cas sensible à des sujets socio-écologiques et donner du sens à son activité, je pense, va être indispensable dans les semaines et les mois à venir. Et ensuite, la troisième chose, je pense qu'il faut une approche qui est beaucoup moins top-down que ce qu'on a pu connaître nous. Bon, je vais parler de moi, génération un peu quarantenaire, qui a connu le management un peu à l'ancienne. Je pense que ce modèle-là aujourd'hui, si ce n'est honni, mais en tout cas moins recherché par les talents d'aujourd'hui. Et je pense qu'il faut apprendre aussi à déconstruire ce modèle-là, être plutôt dans de la co-construction, dans de la communication. Et ça, je pense, selon moi, c'est les 3 enjeux qu'on va beaucoup rechercher dans les mois et les années à venir. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, par rapport à tous les enjeux d'attractivité que nous, on voit côté entreprise, ça force finalement, dans le bon sens, les entreprises à réinventer tout leur modèle managérial, toute finalement la promesse employeur, ce qu'ils peuvent apporter en termes de flexibilité, et puis à s'engager de façon réelle, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des attentes des candidats. Donc les 3 points, ils me parlent bien. Quel lien tu fais finalement entre ça et les enjeux du coup plutôt business des entreprises ?
Je pense que les entreprises ont encore besoin d'être convaincues qu'il y a une causalité, vraiment un lien de cause à effet immédiat entre les enjeux RH de demain et leur performance et même leur viabilité, j'ai envie de dire. On a vu beaucoup d'entreprises qui ont certainement raté le virage de la digitalisation, ces entreprises qui ont pris énormément de retard, voire qui ont disparu. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu technologique, il est toujours là, mais tout le monde en est conscient et tout le monde en est convaincu. Donc il y a un peu cette course à la technologie et à la performance via la technologie. Mais il y a aussi une course à la performance qui doit venir aussi de stratégie RH et pas forcément dans le volume mais dans la qualité des recrutements, la qualité de l'accompagnement, la qualité de la formation des managers. Donc ça, c'est tous ces sujets-là qui font que c'est intimement lié à la performance de l'entreprise. Et si les dirigeants négligent ou continuent à négliger en tout cas cet aspect-là et continuent à très peu investir dans leur modèle de recrutement et de fonctionnement, je pense que beaucoup d'entre eux seront très surpris des résultats malheureusement négatifs qu'ils verront dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, t'es bien convaincu, je reparaphrase autrement, du lien entre ça et la performance, en fait, des entreprises. Et je pense que c'est important de se le rappeler. En quoi est-ce que ça se transforme particulièrement par rapport, tu vois, quand on pense à cette importance de se transformer pour le futur côté humain versus aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a vraiment de très différent? Je pense qu'aujourd'hui, la recherche de sens, si je prends les exemples précédents, je schématise peut-être un petit peu, je caricature, mais je pense que des gens qui arrivent sur le milieu du travail, la première question qui se posait avant, c'est est-ce que je vais avoir un travail? Donc là, les conditions ont un peu changé vu que le marché du travail est plutôt tendu, on a beaucoup d'offres, donc les gens ont la possibilité aujourd'hui. Et je pense même que, même s'il y avait moins d'opportunités de travail, la génération d'aujourd'hui cherche quand même le sens avant de savoir quel va être le salaire, quelles vont être les conditions. Ceci reste des éléments très importants parce qu'on le voit avec l'inflation, on le voit avec la situation sociale que tout le monde va quand même chercher à avoir un minimum de confort de vie et ça reste une condition sine qua non pour choisir son travail aujourd'hui. Mais à côté de cela, je pense que la communication sous forme d'une bonne marque employeur, interne et externe, va être absolument indispensable. Si quelqu'un aujourd'hui arrive dans une entreprise et n'arrive pas à se sentir concerné de manière très, on va dire, profonde par la mission de l'entreprise, il y aura très très peu d'engagement, on va dire, de la part de cette personne-là. On parle beaucoup de quiet quitting aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose que je voyais déjà dans mon job précédent quand j'étais dans la banque que tu mentionnais tout à l'heure. C'est que les gens venaient, faisaient exactement le strict minimum qu'ils pouvaient faire parce que ils étaient une fourmi dans une fourmilière. Et on peut être une fourmi dans une fourmilière qui a un objectif et qui a un sens. Et à ce moment-là, on dit que c'est pas grave, on apporte sa petite brique à l'édifice. Qu'on est une fourmi dans une fourmilière et qu'on ne comprend pas le sens de ce qu'on fait ou que voilà, ça nous est pas apporté de manière pédagogique et avec une bonne communication positive, je pense que voilà, on se désengage. Et le désengagement est très certainement le mal qui attend énormément d'entreprises dans les années prochaines, justement si elles considèrent pas leurs enjeux RH qu'on vient d'évoquer. Est-ce que tu pourrais peut-être me donner un exemple concret? Alors, tu me donnais l'exemple concret de ton entreprise précédente où tu as pu vraiment observer certaines choses et c'est un type de boîte très différent de celle que tu as créée aujourd'hui. Aujourd'hui, en quoi est-ce qu'à l'échelle d'Active Corner, par exemple, tu as pu déjà prendre la mesure finalement de tout ça? Si je dois faire le parallèle, je pense que dans le quotidien, on n'avait pas une culture du bien-être, on n'avait pas une culture de l'épanouissement. Peut-être très peu une culture de l'évolution, même s'il y avait beaucoup d'évolution, on va dire, technique des profils qu'on avait dans l'entreprise. Donc l'accompagnement humain, et je le dis souvent, la vision qu'on avait des RH d'il y a 20-30 ans, c'était la personne qui allait suivre le recrutement, la personne qui allait suivre potentiellement le départ, et potentiellement avec laquelle on allait négocier sur la grille salariale, mais ça s'arrêtait à cela. Donc on n'avait pas un accompagnement sur les sujets QVCT n'existaient pas, les sujets RSE étaient très peu mis en avant, etc. Donc aujourd'hui, chez Active Corner, via notre activité, on souhaite déjà avoir un impact, on va dire, sur l'aspect, j'ai envie presque de dire sociétal, mais en tout cas au niveau de l'humain dans l'entreprise, aider à notre petite échelle à changer aussi la culture de l'entreprise et pouvoir dire qu'une personne puisse être épanouie, qu'elle puisse avoir un moment pour elle dans la journée, qu'elle puisse s'occuper de sa santé, d'être dans une bonne forme physique, psychologique, émotionnelle, ça va l'aider à être plus performante, plus engagée. Et si c'est l'entreprise qui met à disposition de ses salariés des solutions telles que celle-ci, à ce moment-là, ça ira dans ce que je disais tout à l'heure de marque employeur, de communication en termes de responsabilité vis-à-vis de ses collaborateurs, et du coup ça engagera le collaborateur d'autant plus, donc plus de performance, plus de cohésion et du coup plus de succès, on va dire, pour l'entreprise finale. Ça, c'est un point pour moi qui est essentiel. Et un autre point pour moi qui est essentiel, c'est de ces initiatives de l'entreprise, que ce soit dans la qualité des recrutements, dans les services proposés aux collaborateurs, dans les plans de carrière, dans la formation des managers pour accompagner leurs équipes. Il ne faut absolument pas que ça soit, on va dire, des démarches quasi superficielles ou esthétiques. Il faut vraiment être convaincu de cette démarche, investir dans cette démarche. Nous, on le voit, pour être vraiment très pragmatique, dans les budgets qui sont alloués dans ces initiatives-là.
Et malheureusement, ces budgets sont faméliques, sont vraiment squelettiques par rapport à ce qu'ils devraient être. Et je pense qu'ils sont assez représentatifs. J'aime à dire cette chose à certains dirigeants qu'on rencontre. Je leur dis, vous investissez plus dans des ramettes de papier dans un monde digital que dans le bien-être de vos collaborateurs. Moi, j'étais dans les infrastructures technologiques quand j'étais à la banque. Et littéralement, on pouvait acheter un serveur qui coûtait 1 million d'euros. Et la banque se posait très peu de questions parce qu'elle avait compris que la performance qu'elle allait tirer de ce serveur dans ses transactions financières allait l'aider à gagner des sous. Donc la question ne se posait pas. Voilà, on a besoin d'un serveur, ça coûte 1 million, pas de problème, je signe. Voilà ton serveur, tu l'auras dans 3 semaines. Aujourd'hui, je peine encore à trouver une entreprise qui investit 1 million d'euros dans le bien-être de ses collaborateurs. Effectivement, c'est hyper intéressant le décalage, je pense, et j'avais été interrogée là-dessus, le décalage entre l'affichage des entreprises qui tend à promouvoir justement en termes de marque employeur, on investit beaucoup sur le bien-être des équipes, etc. Et toi qui es un peu aux premières loges de tout ça, puisque c'est vraiment l'action que tu vas mener dans ces entreprises et qui te rend compte que derrière le discours, si je comprends bien, il n'y a pas toujours le même niveau de priorisation de ces sujets-là. C'est ça, je pense que les RH sont convaincus. Souvent quand on parle aux DRH, elles ont cette sensibilité, on va dire, à bien-être des collaborateurs, etc. Mais je pense que le lien qui est encore un petit peu difficile à faire, on le voit encore aujourd'hui, on parle à un grand groupe auquel on a proposé un programme de lutte contre l'épuisement physique et mental. On parle directement à la DRH du groupe. Elle est absolument convaincue qu'une action telle que celle qu'on propose aura un impact très palpable et très positif sur les collaborateurs. Mais par contre, elle doit aller se battre pour chaque centime qu'elle va réussir à obtenir pour financer ce projet-là. J'aurais pensé, dans un monde idéal, qu'en fait, des fonctions RH qui se rapprochent de la direction pour dire, il y a un sujet d'épuisement, il y a un sujet de fatigue, il y a un sujet de désengagement. On a une solution, mais ça coûtera, je dis n'importe quoi, 200 000, 500 000, 1 million. Que l'entreprise se dise, je suis capable de mettre cet argent-là dans un serveur, dans un super ordinateur, dans telle ou telle technologie. Je devrais être capable de débloquer ces sommes-là pour le bien-être de mes collaborateurs. Et malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, on en est encore très loin. Donc les DRH se battent. Je pense que pour la plupart, on n'a plus trop besoin de les convaincre, même si il reste toujours, on va dire, de l'évangélisation à faire. Mais derrière, c'est aussi les moyens qui leur sont mis à disposition qui restent malheureusement trop rares. Alors, on va y venir justement, il faudra trouver des conseils, je te préviens, pour aider les DRH sur ce sujet-là. Mais c'est une question qui va venir un tout petit peu plus tard. C'est intéressant parce que tu vois, quand tu fais le parallèle avec l'investissement dans des serveurs il y a quelques années versus l'investissement dans ce type d'initiative, aujourd'hui pourtant, on a été capable de chiffrer le coût du désengagement dans les entreprises et il est colossal, tout comme le coût de, entre guillemets, l'épuisement ou les risques psychosociaux, etc., qui a aussi un coût qui est majeur. Donc le bénéfice, il est assez tangible en fait, malgré tout, même si on a l'impression de parler d'un sujet un peu bisounours par moment, le bénéfice il est très tangible et il n'y a pas encore tout de suite le réflexe qui est mis en place. Je reviens un peu à ta boîte parce que je pense que ceux qui vont nous écouter aujourd'hui peuvent à la fois s'identifier aux gros clients que tu accompagnes et que tu nous cites ici, mais ils peuvent aussi s'identifier à ta structure qui est du coup une boîte jeune avec évidemment moins de collaborateurs mais aussi moins de moyens, et c'est intéressant de regarder comment est-ce que tu peux jouer là-dessus. Alors, le premier point, c'est que tu joues en leur offrant du sens, parce que c'est contribuer au bien-être des gens au travail. Ça, c'est un truc sur lequel on se retrouve. Mais comment est-ce que tu arrives, toi, à investir sur ces sujets-là pour tes propres salariés? Qu'est-ce que tu proposes? Je pense qu'il ne faut pas être le cordonnier mal chaussé. Et pour autant, c'est difficile parce que tu vois, tu parlais de moyens. Finalement, t'as les moyens que tu peux te permettre par rapport au marché, par rapport à la croissance que tu arrives à créer. Or, si aujourd'hui le marché du bien-être en entreprise n'est pas mature, ça veut dire qu'une entreprise comme la nôtre va mettre beaucoup de temps à engager des entreprises, beaucoup de temps à engager des budgets. Et du coup, une entreprise qui œuvre pour le bien-être des collaborateurs, qui sur papier devrait avoir une croissance exponentielle parce que c'est un besoin qui est transverse à toutes les industries, à toutes les entreprises, toutes les tailles. Donc, toutes les entreprises devraient solliciter des acteurs, on va dire, du bien-être en entreprise. Heureusement, nous ne sommes pas seuls, on est très nombreux, enfin on est assez nombreux, j'ai envie de dire, sur ce secteur-là. Et pour autant, on ne voit pas énormément de boîtes qui sortent du lot avec une ultra-croissance, alors qu'on voit des boîtes qui ont peut-être moins de valeur sociétale, j'ai envie de dire, sur le marché, qui deviennent ce qu'on appelle des licornes, donc des boîtes qui font des levées de fonds astronomiques et qui sont valorisées. Donc on voit au sein de structures telles que France Digital, telles que des associations de start-up et de structures qui sont aussi accompagnées par le gouvernement, des initiatives pour avoir une autre échelle de valeur pour juger le succès d'une entreprise que son succès commercial. Parce que si c'était le cas pour nous, on serait dans le bas du tableau et on serait en train de crier, nous sommes là, on existe et on fait quelque chose qui est utile. Et je pense qu'il faut commencer aussi à valoriser les entreprises par rapport à la valeur qu'elles apportent sur les sujets que j'évoquais tout à l'heure, le social, l'écologie, l'intégration, l'égalité des chances. Donc il y a tous ces sujets-là, je pense, qui méritent de figurer dans l'échelle des valeurs sur lesquelles on juge les entreprises.
Donc pour revenir à ta question par rapport à ce qu'on fait, ce qui est essentiel pour moi, c'est avant tout d'être à l'écoute des collaborateurs qui sont dans mon entreprise. Voilà, je suis pas né manager, je suis pas né entrepreneur, donc j'apprends aussi sur le tas et je fais mon lot d'erreurs comme beaucoup ont pu le faire, j'imagine, dans leur parcours. Dont tu es bien au courant, je pense. Mais à côté de cela, j'espère réussir à avoir l'approche la plus humaine possible. Je pense que j'ai aussi créé ma boîte pour créer une aventure qui ait du sens pour moi, aussi à titre personnel. Et comme je dis assez souvent à mes collaborateurs, je préfère encore échouer en ayant traité tout le monde de manière juste, équitable et leur avoir donné une bonne raison de se réveiller le matin pour aller bosser, plutôt que de réussir sur les cadavres, on va dire, des salariés qui ont sacrifié leur santé et leur mental pour nous aider à atteindre nos objectifs. Donc j'essaie en tout cas de vivre par ce credo-là. Donc ça, c'est la première chose. J'ai envie de dire, c'est l'écoute et l'échange et le type de management qu'on peut mettre en place. La deuxième, c'est mettre un minimum de moyens. Donc aujourd'hui, nous, on a un petit espace dans les bureaux où on est pour pouvoir aller faire du sport, pouvoir prendre un moment pour soi. On n'y arrive pas encore, mais j'essaie aussi d'inculquer la culture de la pause. Ça, c'est quelque chose qui est pas forcément très bien vu dans l'entreprise. En général, j'ai envie de dire, mais... C'est quoi la culture de la pause, alors? En fait, c'est les règles de la sédentarité te disent que pour chaque 30 minutes passées assis devant ton bureau, tu devrais passer 3 minutes à être en mouvement. Donc ça, c'est un peu la règle élémentaire de lutte contre la sédentarité. Malheureusement, par notre travail, on est amené à passer 8 heures successives, 7 heures, 6 heures successives face à un ordinateur. Et si on n'a pas l'hygiène de vie et les bonnes habitudes pour se lever, aller marcher dehors, aller respirer, aller voir quelqu'un, faire un rendez-vous, on va dire plutôt en marchant plutôt que d'être assis autour d'une table. Ben ça, c'est des choses qui sont pas intuitives, mais qu'on peut apprendre au fur et à mesure. Donc vraiment avoir la culture. Si quelqu'un ressent le besoin d'aller s'allonger 10 minutes et faire une micro-sieste, je suis à 100% pour. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui mettent le collaborateur à l'aise. Il y a le sujet du télétravail qui est un pan entier de notre discussion autour du travail aujourd'hui, mais qu'ils aient la flexibilité de pouvoir me dire à n'importe quel moment, j'ai un souci de train, j'ai ceci, j'ai cela, est-ce que ça te dérange pas si aujourd'hui je reste travailler de chez moi? Et du coup, avec le Covid, on a un peu ouvert la porte à ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel il faut bien communiquer, éduquer les collaborateurs sur la manière d'être en télétravail, parce que il faut garder malgré tout une structure collective. Mais voilà, c'est tous ces éléments-là, j'espère, qui apportent du bien-être aux collaborateurs chez Active Corner. Oui, effectivement, si je t'ai invité, c'est aussi parce que je savais qu'il y avait des sujets là-dessus que tu incarnais bien. Hein. C'est quand même aussi toute l'idée, c'est de faire venir ici des dirigeants qui ont ces sujets-là en priorité. Simplement parce que quand tu me dis que faut que ça ait du sens pour toi et que tu préfères échouer en ayant donné des conditions justes et équitables, ça montre bien un point qui derrière a été d'ailleurs corroboré par plein d'études. Il faut que le sujet humain, il soit au cœur des priorités du dirigeant et donc il soit incarné, il soit entre guillemets sponsorisé pour qu'ensuite ce soit bien décliné. Et ça suffit pas en fait quelque part d'avoir une super DRH derrière qui va te sortir des magnifiques politiques s'il y a pas cette conviction qui est portée au plus haut niveau de l'entreprise. Donc ça, je le retrouve bien dans ton discours, mais aussi dans ce que je connais de toi au quotidien. Puis il y a le côté, j'imagine, d'incarner. Alors en plus, vous vendez du sport et du bien-être, donc je pense que c'est d'autant plus un challenge qu'est d'être exemplaire sur ces points-là. Mais toi-même, effectivement, tu fais du télétravail, t'as changé de style de vie, t'es allé t'installer à Montpellier, je sais pas si on a le droit de le dire. On le coupera à montage, sinon. Tu fais du sport de façon régulière, ouais. Tout ça. 40 ans, j'ai repris le basket en compétition. Mes genoux ne me remercient pas tous les jours, mais ma tête me dit merci à chaque fois que j'en reviens. Et effectivement, il y a tout le sujet que tu citais au démarrage dans les enjeux humains qui est finalement le changement du modèle managérial par rapport à l'approche top-down qu'on a connue nous quand on était plus jeunes. C'est toujours dur de le dire comme ça. Pas si longtemps que ça quand même. Ah, c'était hier. Et donc effectivement avec comment est-ce que par exemple le télétravail ça t'amène forcément en tant que manager à repenser tout un tas de choses, tout un tas de routines, etc. pour offrir de la flexibilité, pour remettre de la confiance. Et ça se travaille, c'est pas une évidence en soi. Donc merci pour ce point-là. Du coup, je t'avais un peu introduit la question. Si tu devais donner, alors je vais avoir 2 questions sur le sujet des conseils. La première, c'est si tu devais donner 3 conseils à un autre dirigeant par rapport à tous ces sujets et peut-être un dirigeant qui serait pas autant penché sur la question jusque-là, tu lui recommanderais quoi ? Le premier conseil, je pense, je prends cet exemple-là, c'est que quand les personnes sont dans le processus de recrutement, je vais évoquer les valeurs de l'entreprise. Donc ils les entendent, ils les partagent ou pas, ils les comprennent. On est dans la phase de séduction, donc évidemment on a beaucoup de valeurs, les gens en face s'alignent avec ces valeurs-là. Et ensuite, on parle plus rarement de ces valeurs-là parce qu'on est dans l'opérationnel, on est une petite boîte, donc on est dans la course de tous les jours. Mais j'ai envie de faire le parallèle encore une fois avec un grand groupe. Quand j'étais dans la banque, on nous parlait pas pour autant de valeurs, donc c'était pas quelque chose qui revenait. Je me souviens pas qu'on ait insisté sur ces valeurs-là quand on était dans le processus d'embauche aussi.
Donc je pense qu'il faut beaucoup plus mettre en avant évidemment les incarner, mais ne pas hésiter à en reparler quotidiennement. Je crois que j'ai écouté l'intervention d'un président d'un PDG récemment qui disait qu'il faisait des réunions spécifiques sur les valeurs. En fait, c'était des réunions, il parlait des valeurs de l'entreprise. On parlait pas du tout business, on parlait pas organisation, on parlait pas de spreadsheet. On parlait des valeurs de la boîte et il les réévoquait, je crois, tous les 6 mois ou tous les 1 an. En fait, il y avait une réunion spécifiquement pour ça. Je trouvais que c'était pas une mauvaise chose parce que évoquer les valeurs, c'est bien. Les incarner, c'est mieux. Mais les rediscuter parce qu'on a des gens qui arrivent, des gens qui partent, et on a des personnalités différentes et ce qui nous réunit, c'est nos valeurs et nos attentes vis-à-vis de la boîte. Donc vraiment avoir une éducation et une communication très fréquente et répétée, on va dire, sur les valeurs avec ses collaborateurs. Donc ça, c'est la première chose. Ouais, c'est intéressant. En fait, faut faire de la pédagogie parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, OK, est-ce qu'on n'a pas tendance à redire une évidence pour tout le monde, enfoncer des portes ouvertes? Il faut pas oublier que les gens en partent, s'il y en a d'autres qui arrivent et que tout ça peut se diluer un peu et c'est important d'en reparler, ne serait-ce que pour montrer leur importance. C'est ça. Ouais. Et il y a un sujet presque de sémantique parce que je te prends un exemple très simple. J'ai eu ce débat avec une personne de ma famille qui me reproche d'utiliser le mot bienveillance dans mes communications. Il me dit mais la bienveillance c'est un fourre-tout, on met tout dedans, ça veut tout et rien dire, etc. Et j'ai dû, en voyant comment ce mot était utilisé dans communication globale, j'ai dû me rendre compte qu'en fait il avait raison. Je pense que la bienveillance ça veut tout et rien dire. En fait il faut définir ce que la bienveillance veut dire dans ton cadre à toi, avec ton équipe à toi. Voilà, je peux dire la bienveillance c'est accroché tout en haut et c'est comme une sorte de lumière que tout le monde voit mais auquel personne ne fait attention. Par contre, je peux mettre vraiment un coup de projecteur sur ce qu'est la bienveillance dans notre entreprise. C'est l'écoute et c'est quand quelqu'un donne son avis, qu'est-ce qu'on fait suite à ça, on l'écoute jusqu'au bout, etc. Donc voilà, c'est vraiment creuser les sujets. Donc voilà, le sujet des valeurs, c'est pas juste les énoncer et les incarner, mais vraiment les discuter en profondeur pour dire qu'est-ce que ça veut dire pour toi la bienveillance, comment au quotidien tu vis la bienveillance. Donc ça, c'était la première chose. Elle va être longue cette réponse. Mais c'est important en même temps parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui et j'en fais partie qui n'osent même plus dire le nom de leurs valeurs parce qu'elles ont tellement été utilisées, réutilisées qu'on se dit on va nous faire la remarque que le membre de ta famille t'a faite de ça veut plus rien dire et on s'en fout. Et donc c'est important effectivement de se dire il faut revenir à qu'est-ce que ça veut dire en termes de comportement attendu en fait quelque part dans la boîte pour incarner ces valeurs. C'est ça. Je pense que dire les valeurs juste en termes français, j'ai envie de dire, ça n'a aucune valeur en soi. Parce que ça sonnera toujours creux et même si on essaye de les incarner, si on ne dit pas les choses et dire bah voilà, se mettre autour d'une table et dire voilà, moi ce que j'attends de mon équipe c'est ceci, cela. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous attendez les uns des autres? Et je pense que là ça permet de dégager des valeurs qui sont vraiment concrètes et ancrées dans le quotidien plutôt que des jolis mots qu'on balance à droite à gauche. Donc ça c'est la première chose, je vais essayer d'être un peu plus succinct sur mes 2 prochains points. La deuxième chose qui est très appréciée, elle est possible à mon échelle parce qu'on a une toute petite boîte, mais je pense que j'encouragerais n'importe quelle boîte à le faire. C'est vraiment avoir un souci de transparence. On est aujourd'hui, comme je le disais au tout début, entouré de profils qui sont concernés par la mission de la boîte, mais qui aiment être au courant de ce qu'on fait. Je pense que la dernière chose qu'ils ont envie, c'est de découvrir le jour J que la boîte a des agissements qui ne correspondent pas à leurs valeurs ou que, je sais pas, que les produits qu'on vend ne sont pas conformes à ce qu'on fait, etc. ou qu'on a une croissance qui n'est pas celle qu'on avait promise, etc. Et du coup, moi, je pense que la transparence joue énormément. Ça joue à plusieurs niveaux parce que ça instaure la confiance et je pense que la confiance est un élément indispensable aujourd'hui dans la relation. Avant, dans les relations top-down, il y avait presque pas ce sujet de confiance. On te demandait de faire quelque chose, tu le faisais, c'était comme ça. Ton manager t'a dit de le faire, tu le fais. Tu sais pas si c'est bien, si c'est mal. Et à la rigueur, si c'est mal, t'en as presque rien à faire parce que tu pourras dire, bah, moi j'ai fait que suivre les consignes. Et j'ai l'impression que ça a changé. Les gens attendent vraiment de comprendre pourquoi on leur demande quelque chose. J'ai un truc qui m'avait assez choqué, c'est que j'avais un stagiaire une fois et je lui avais demandé de faire quelque chose et il m'a dit, je le ferai pas. Et je lui ai dit comment ça tu le feras pas? Il m'a dit bah pour moi ça a pas de sens. Évidemment après avoir réfréné mon envie de l'étrangler, j'ai essayé de comprendre pourquoi il disait ça et du coup on a pu avoir une vraie conversation et je comprenais qu'en fait le type d'attente et de relation qu'il y avait changé et en fait les gens avaient ce besoin de comprendre la raison de ce qu'ils faisaient et finalement c'était pas une mauvaise chose en soi. Il y avait évidemment une discussion à avoir sur la manière de communiquer entre nous, mais sur le fond, je trouvais que c'était intéressant que quelqu'un qui soit plutôt jeune dans l'entreprise, pas vraiment avec des responsabilités importantes, puisse quand même questionner sur son président pour lui dire « Explique-moi, sinon je comprends pas pourquoi j'aurais à faire ça ». C'est une bonne illustration de confiance qui a été créée, parce que sinon, effectivement, t'as peu de chance aussi d'obtenir ça comme type de réponse. Donc exactement. Et la troisième chose, c'est un peu basique à dire, mais je dirais c'est vraiment créer de la valeur. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de dynamisme dans la boîte, on sent que c'est poussif et les salariés vont le sentir. Ils vont avoir du mal à rester intéressés, engagés, etc. Donc il faut créer de la valeur, il faut se développer, il faut avoir de l'imagination quand on rencontre un blocage, il faut impliquer l'équipe pour dire
par sujet de transparence, voilà où on en est, voilà pourquoi on a un blocage, voilà les objectifs qu'on s'était fixés, comment on fait pour le faire. Et je pense que cette besoin de grandir et faire grandir les gens, elle est indispensable si on veut les garder. Ouais, et effectivement, je pense qu'en plus, ça fait partie des sujets sur lesquels ça peut être difficile pour des structures, on va dire, plus jeunes, plus matures et plus petites, en fait, quelque part. C'est de se dire que quelle opportunité de développement tu offres à tes salariés quand t'as une boîte sur laquelle t'as pas 150 possibilités de mobilité en interne. Je pense justement que tu peux les faire évoluer avec de la croissance. Mais la croissance, on parle souvent de croissance purement commerciale, et c'est vrai que la boîte a besoin de se développer pour créer des opportunités. Mais parfois, les opportunités viennent de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on peut aller voir un collaborateur et lui dire, bon, ça fait 3 ans, 4 ans que tu es sur la mission, je pense que tu as fait le tour, qu'est-ce que tu en penses, voir si la personne a envie de voir autre chose, etc. Et de lui dire, qu'est-ce que tu vois comme chose qu'on pourrait développer ensemble pour que toi, tu puisses faire évoluer ton profil et tes compétences. Je suis prêt à t'accompagner dans cette évolution. Et en plus, cette évolution permettra peut-être à la boîte d'explorer des nouvelles pistes, des nouvelles perspectives, etc. Donc la personne en fait elle est presque liée à toi, elle te dit ben oui, moi j'ai fait le tour, par contre ce qui m'intéresserait vraiment c'est de faire ça, je pense qu'il y a un potentiel. Du coup on en discute, on essaie de voir si le potentiel est là, s'il y a vraiment du sens à faire ça, et si c'est le cas, ben tu es sûr que cette personne-là va se donner à fond parce qu'elle aura choisi d'une certaine manière la mission qu'elle va remplir sur les mois à venir. Donc faire grandir les gens, c'est absolument indispensable. Finalement, si je résume tes trois conseils pour un dirigeant, c'est remettre en perspective les besoins d'évolution des collaborateurs avec le besoin d'évolution de la structure, en fait, tout simplement. Placer le souci de la transparence pour créer de la confiance. Et puis, le troisième point, c'est partager des valeurs. Du coup, ça m'amène à la question d'après. Quel conseil tu donnerais à un DRH qui doit convaincre ses dirigeants? Alors, tu me disais que les DRH sont souvent très convaincus de tous ces sujets-là. Parfois, ils ont pas de budget. Et puis, moi, pour en rencontrer beaucoup, parce qu'on a la même audience, je pense, pour rencontrer beaucoup de DRH, parfois, ils ont le sentiment soit qu'ils vont pas avoir les moyens, soit peut-être que ces sujets ont pas la même résonance chez leurs dirigeants et que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les aider à les convaincre? Tu parlais tout à l'heure d'avoir les chiffres, d'avoir une approche très pragmatique. Aujourd'hui, on est malheureusement dans un schéma où énormément d'entreprises attendent d'échouer avant de réagir par rapport à quelque chose. Il y a un problème, il est là. Les Américains disent elephant in the room, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on adresse un problème qui est extrêmement évident, mais qu'on décide d'ignorer pendant longtemps. Et je pense qu'il y a une approche d'autruche dans l'entreprise qui est de dire on arrive à recruter, on a quand même les gens pour faire le job, donc continuons avec ce qu'on a, et quand ça cassera à ce moment-là, on fera une petite opération, on fera une petite communication pour dire qu'on se soucie de nos collaborateurs. Je pense que le DRH a aussi un rôle d'éducateur vis-à-vis de la direction. La DRH peut dire, regardez, on a des exemples qui montrent que si on investit dans nos équipes, si on investit dans leur bien-être, si on investit dans leur santé, dans leur cohésion, si on fait tel ou tel programme autour de leur santé mentale ou leur activité physique ou quoi que ce soit, on sait qu'il y a un impact qui est prouvé, qui est de temps. Et à contrario, si on ne fait rien, en fait, l'impact pour l'entreprise d'un point de vue purement performance, ça va être celui-ci. On va avoir un turnover qui va être au-delà des 20%. On va avoir un désengagement. Est-ce que vous avez entendu parler du quiet quitting? Parce que je peux vous assurer que dans une équipe de 10, il y en a 5 qui font rien, ou le minimum. Donc je pense que ça, c'est des choses où la DRH a un rôle d'éducation certain à avoir. Et c'est un peu tranché de dire ça, mais aussi un courage finalement à se battre pour ces sujets-là. Parce que les DRH doivent aussi choisir leur bataille, j'imagine. Et peut-être que celle-ci, c'est un peu la bataille du pauvre et qu'elle laisse ça un peu en suspens quand elles ont pas d'autre choix que de le faire. Donc il y a un sujet de courage pour porter ces sujets-là. Ouais, et d'utiliser des datas en fait quelque part. Je pense que c'est vraiment un point qui manque régulièrement alors qu'elles existent. Expliquer le coût de pas changer versus changer. C'est ça, exactement. Donc ça c'est le premier conseil que je donnerais au DRH. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut avoir une certaine curiosité, une certaine envie de faire bouger les choses rapidement. Nous, un sujet qui est malheureusement trop fréquent chez nous, c'est le cycle de ces décisions qui sont extrêmement longs. Je prenais le cas tout à l'heure des sujets, par exemple, d'épuisement au sein de l'entreprise. L'épuisement, il est aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais le constat. Encore, les équipes sont épuisées déjà depuis longtemps, vu qu'on a déjà fait le constat qu'elles l'étaient. Ouais. Et entre le moment où on a décidé de le faire, le moment pour trouver le bon accompagnant, la bonne entreprise pour le faire, le moment pour valider un programme, le faire valider par la direction, en fait, il y a un an et demi qui est passé. Et du coup, les équipes qui étaient épuisées déjà depuis peut-être un an, elles le sont depuis 2 ans et demi. On a perdu des gens, on a eu des burn-out, on a eu des gens désengagés de manière exponentielle. Et du coup, l'impact sur l'entreprise, il est absolument gigantesque. Donc les DRH doivent aussi pouvoir s'imposer à eux-mêmes et à la direction des cycles de décision beaucoup plus courts. Et quand je dis beaucoup plus court, c'est 2-3 mois. Il faut, entre le moment où on a trouvé qu'il y avait un problème ou qu'on a convaincu sa direction, dans les 3 mois, il faut avoir mis une solution en place et prioriser ces solutions-là. Nous, ce qu'on voit malheureusement, c'est que les DRH sont aussi eux-mêmes et très souvent les premiers surmenés.
Donc ils ont 10 000 sujets à traiter en parallèle et évidemment ils doivent prioriser. Donc parfois tous les sujets prennent un an à sortir, alors que peut-être qu'il faudrait se dire le sujet humain fait partie de mon top 2, de mon top 3 en termes de priorité et il faut que je le sorte dans les 2-3 mois qui arrivent. Donc voilà, le cycle de décision doit être raccourci pour eux. Je me mets juste dans la peau d'un DRH. C'est comme pour tout en fait, si on attend trop longtemps, après ça fait une sorte de pétard à mouiller, tu vois, et quand ça se lance, on a déjà oublié pourquoi on a fait ça, on a eu 10 000 autres sujets, etc. Donc le momentum qu'on crée sur des sujets humain, il a absolument besoin d'être maintenu et soutenu pour qu'il ait un impact et au niveau des fonctions RH, et au niveau de la direction et au niveau des collaborateurs. Donc ça, c'est le deuxième conseil, c'est la célérité à prendre des décisions et réussir à convaincre, à embarquer sa direction dans la prise de ces décisions-là. Ouais, c'est hyper intéressant effectivement ce que tu soulignes sur les enjeux en fait, c'est-à-dire qu'il y a des types de décisions dans l'entreprise qui peuvent suivre ces cycles-là qu'on connaît, qui sont longs et épuisants, mais sur des enjeux humains et quand on parle d'épuisement ou autre, si tu mets 1 an ou 1 an et demi, les dommages ils sont beaucoup plus gros à réparer, donc c'est effectivement hyper important. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, le collaborateur ne se sent pas écouté. Si je t'ai dit aujourd'hui que je vais mal et que dans 1 an et demi tu me proposes une solution, en fait, je me dis, mais à quoi ça sert? En fait, je vais même plus te partager mon ressenti, je vais même plus te partager mon sentiment vis-à-vis de l'entreprise. Pour le moment où je l'exprime et le moment où j'ai besoin d'aide, en fait, il s'est passé une vie, quoi. Donc c'est aussi quelque chose qui est très important par rapport à la confiance. On parlait de la confiance à gagner auprès du collaborateur, mais en fait c'est aussi de pouvoir répondre vite à ses besoins ou lui dire que rien ne va être mis en place, mais au moins qu'il s'attende pas à ce qu'on lui dise t'inquiète pas, on est en train de préparer un truc super, tu vas voir. Et en fait ça te sort 6 mois avant sa prise de retraite ou un truc comme ça et il est plus du tout concerné. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est la deuxième chose, c'est la célérité. Donc la première c'est vraiment avoir une approche pragmatique chiffrée par rapport à la direction. La deuxième, comme je disais, c'est une célérité à prendre les décisions et à le faire. Et une troisième, je trouve qu'il y a aussi parfois un manque de curiosité par rapport aux solutions, un manque de confiance. Et il n'y a pas vraiment l'exercice intellectuel qui est fait de dire j'ai besoin de bien comprendre quels sont les accompagnateurs qui sont sur le marché et quels sont ceux qui me proposent la solution la plus adaptée. On a des discussions avec des DRH où on explique un petit peu ce qu'on fait. Mais le cycle de décision est tellement long que 6 mois plus tard, ils ont complètement oublié qui on était, ce qu'on faisait. Donc ils vont prendre une solution un peu de dépannage parce qu'il fallait cocher la case, etc. Donc cette curiosité par rapport au marché, aux accompagnants, elle est absolument nécessaire. Et du coup, un élément qui est non négligeable, c'est aussi quelque chose qui est très important que j'ai aussi appris à mes dépens, c'est que j'encourage vraiment les DRH à se faire accompagner sur les recrutements. Trouver des profils qui matchent exactement, on parlait des valeurs tout à l'heure, des ambitions, des conditions aussi que tu as proposées. Je pense que voilà, c'est un métier. Il faut des experts pour nous accompagner sur ces sujets-là, nous dirigeants ou les DRH aussi sur le marché. Parce que le coût de recruter quelqu'un, je pense qu'on le sait tous, le coût de recruter quelqu'un, de le former et voir cette personne-là ou partir de son propre chef parce qu'elle n'est pas alignée avec les ambitions de la boîte ou parce qu'on décide malheureusement de se séparer de cette personne parce que les valeurs n'y étaient pas, l'engagement n'y était pas, etc. C'est absolument pénalisant pour l'entreprise. Et du coup, il y a des très très belles boîtes que je pourrais citer qui peuvent nous accompagner dans ces ambitions-là. Et je pense qu'il faut absolument pas manquer l'occasion de se faire accompagner. Ça fait gagner énormément de temps. Et surtout, ça permet de construire un écosystème de confiance. Comme on parlait de la confiance tout à l'heure, quand les équipes savent qu'il y a un processus de recrutement qui est solide, qui est bien fondé et qui les rassure sur les profils qui vont arriver. Parce qu'une des craintes, très souvent, qu'on est dans une équipe, c'est de voir quelqu'un arriver dans l'équipe et casser un petit peu la dynamique qui est en place, si ce n'est en termes de valeur, d'ambiance, d'éducation, de motivation, etc. Et du coup, se faire accompagner sur ce volet-là, je pense que c'est absolument indispensable. Et évidemment, je suis absolument d'accord avec toi, Yacine, mais aussi parce qu'on a eu cette discussion plusieurs fois en off sur l'importance de le faire bien pour intégrer des personnes qui vont justement bien fitter avec ta culture et tout ce que tu nous as dit sur les valeurs et en même temps la difficulté. Et là, je pense, je m'identifie aussi à ça, mais quand tu es une entreprise jeune, tu te poses toujours la question de est-ce que j'ai le temps de bien évaluer la personne qui va nous rejoindre, est-ce que je risque de le perdre dans le process, est-ce que j'ai les moyens de le faire, etc. Et à chaque fois qu'on le fait pas, on regrette. Ne serait-ce qu'en termes de charge mentale derrière, Absolument. de choses à gérer. Donc, ok. Donc, et c'est très très rassurant de se faire accompagner parce que comme tu disais, très souvent on jongle entre 1000 sujets et on n'est pas formé pour ça. Très souvent l'entrepreneur, j'ai envie de dire même les RH en poste, aujourd'hui les grilles de lecture pour recruter sont en constante évolution et pouvoir faire appel à des gens dont c'est le métier, qui font ça depuis longtemps et qui ont les outils pour le faire et la bonne méthodologie pour le faire. Je pense que c'est absolument indispensable. On parlait tout à l'heure d'attendre de rentrer dans le mur pour se rendre compte de la gravité de la chose. Je pense que moi, je l'ai subi à mes dépens, comme on a discuté, comme tu le disais. Et ça permet vraiment de se remettre en question et de se dire qu'on aurait tellement mieux fait de se faire accompagner sur le recrutement et
et se focaliser sur ce qu'on sait faire par ailleurs. Merci pour ton témoignage, effectivement. Donc, on reboucle avec l'autruche et le fait de se prendre des murs régulièrement. Mais c'est bien parce que ça remet la vertu de l'échec et de l'apprentissage en avant. Je t'ai posé toutes les questions que je voulais, moi, te poser. Donc, du coup, je vais te renvoyer la balle. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et qui n'est pas présente? Oui, je pense peut-être quels sont les challenges aujourd'hui qu'on rencontre à développer une entreprise qui œuvre justement dans les sujets qui sont les nôtres, qui sont le bien-être en entreprise. Elle est pour toi. Alors j'imagine que tu m'as posé. Je te la pose. Aujourd'hui, le plus gros challenge, je pense, c'est le premier, c'est d'avoir justement la capacité de rencontrer facilement les DRH qui sont sensibles à nos sujets. Parce qu'on va pas se mentir, il y a des DRH qui ne sont pas sensibles au sujet de la QVCT ou qui est encore une fois une case à cocher. Donc nous, ce qu'on aime faire, c'est vraiment co-construire avec des DRH dont il y a déjà on va dire un terreau favorable d'une certaine manière. La deuxième chose, c'est les cycles de décision, parce que très souvent, voilà, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais on va parler avec une DRH qui a pour ambition de faire changer les choses, mais elle nous recontacte 2 ans plus tard, parce que ce n'est qu'à ce moment-là où qu'elle a pu adresser le sujet, ou que sa direction a accepté d'investir quelques sous dedans, ou que le sujet est revenu sur la table parce que, encore une fois, la politique de l'autruche, on a constaté que les gens partaient, n'étaient pas contents, n'étaient pas en bonne santé, etc. Ensuite, il y a un autre sujet qui est important, c'est les moyens qui sont mis en avant. Pour ne pas les citer, on a un grand groupe qui fait appel à nous. On est une toute petite structure, on a un grand groupe qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, et on nous demande de porter le risque sur l'activité, c'est-à-dire qu'on nous dit mettez-nous des coachs et des masseurs et des ostéos et des kinés, etc. en place. Mais on laisse le collaborateur payer la prestation. Et malheureusement, s'il ne paye pas, en fait, tant pis, vous aurez mis à disposition des prestataires pour rien, quoi. Ou en tout cas à votre charge. Et en fait, je trouve que c'est très contradictoire. Parce que le collaborateur ne s'attend pas à ce qu'on lui demande de payer des prestations. Sinon, il irait dehors et il pourrait très bien trouver ses prestations lui-même. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que c'est un peu dommage que le grand groupe, lui, ne s'engage pas vis-à-vis du bien-être et dise, moi, je reporte la mission, je reporte le risque, je reporte le coût sur un petit prestataire. Et c'est à lui de se débrouiller pour que l'activité se développe. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Et je pense que là, il y a un sujet d'éducation, il y a un sujet d'engagement, il y a un sujet de matching finalement entre nous et nos interlocuteurs pour dire qu'est-ce qu'on essaie de faire et pourquoi on est là et quelle direction on souhaite prendre ensemble. Et parfois, peut-être qu'il faut avoir le courage de dire, c'est pas une direction qu'on a envie de prendre avec vous, quoi. Oui, et je pense qu'effectivement, dans ce type de situation, ça renvoie vraiment à quel point le sujet est placé haut ou pas dans la stratégie de l'entreprise et pas juste au niveau de la DRH, mais voilà, au niveau de la direction. Parce que quand on décide de pas financer ou investir ou prendre ça vraiment bien en charge, c'est quand même un sujet. Le deuxième point, c'est de se dire qu'il peut y avoir un miroir quand même entre l'expérience qu'on offre à ses collaborateurs, à ses candidats, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais aussi à ses partenaires et la façon dont tu traites les gens au final. Va t'amener beaucoup de choses sur le fait de les engager. Parce que les partenaires aussi, il faut les engager. C'est un autre sujet qu'on garde pour le podcast. Merci beaucoup Yacine pour avoir partagé de façon aussi transparente sur tous ces sujets. C'était super de t'avoir avec nous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Chloé. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Et en attendant, n'hésitez pas à aller réécouter les anciens. Comme ces conversations sont riches, on a décidé de condenser l'ensemble des points clés de cet épisode sur une page que vous pourrez retrouver soit en cliquant sur le lien en description de cet épisode, soit sur le site AuthenticTalent.fr. Suivez-nous sur notre site AuthenticTalent.fr ou sur notre page LinkedIn. À très vite. Au revoir.